Bonjour tout le monde, bienvenue à ce nouvel épisode du podcast L'État financier. Donc encore une fois aujourd'hui en compagnie de mon collègue Gabriel. Salut tout le monde, salut JP. Et pour ce nouvel épisode de la saison 6, là, on est à, je pense, si on inclut celui-ci, il en reste seulement 3 avant la fin de la saison 6, en fait le troisième anniversaire du podcast déjà, comme à l'habitude. Et là, on a eu des débats, là, vous allez voir, on vous fait 2 segments comme à l'habitude, un au son de la cloche et un instant économie. Là, j'ai enfin réussi en deuxième partie à faire passer un sujet j'avais à cœur depuis très longtemps, qu'on parle également de l'actualité depuis très longtemps, mais qui était veto par Gab, depuis plusieurs épisodes. Donc ça va être en deuxième partie, un GP show, littéralement, là, parce que Gab n'a pas nécessairement une inspiration ultime pour ce sujet. Et en première partie, on comble un peu avec un haut son de la cloche, là, donc on revient sur la finance de marché, avec, un peu où on en est en 2023 par rapport à une tangente ou une tendance qui avait été quand même assez notoire au niveau des marchés il y a de cela quelques années. Donc je ne vais pas plus loin dans les spoilers. C'est également, des périodes où les sujets, comme toujours, en ce début de période estivale, là, ça se calme, beaucoup, là, ce qui est pas mauvais. Là. On a eu de très bons sujets là, durant le printemps là, qui étaient liés au système financier, au secteur bancaire. Ça se fait plus calme présentement, ce qui n'est pas mauvais. Donc on aime bien vous faire des sujets variés. Bien évidemment, s'il y a des choses qui vous intéressent dans ce temps-ci, au-delà de l'actualité, n'hésitez pas à les mettre, là, ça nous fait plaisir. On le faisait de temps en temps d'ailleurs lorsque des auditeurs nous envoyaient des sujets, là. C'est toujours intéressant de les décortiquer lorsque l'actualité n'est pas énormes, mais étant donné qu'on va parler en première partie de compagnies listées ou du moins d'une industrie qui est listée et qui est très volatile d'ailleurs, je pense, Gab, le disclaimer est très important dans l'épisode d'aujourd'hui. Ouais, t'as bien raison, effectivement, puisqu'on va parler d'une industrie aussi qui est très volatile, comme tu l'as mentionné, évidemment que tout ce qu'on parle dans le podcast État financier, vous êtes bien au courant, chers auditeurs, vous qui nous écoutez depuis bientôt 3 ans, que tout ce qu'on parle, évidemment, s'il s'agit que de notre opinion personnelle, il ne s'agit pas d'une recommandation officielle de placement, on vous invite évidemment à prendre contact avec un expert, quiconque aussi est autorisé à vous émettre des recommandations, lui seul ou elle seule sera en mesure de pouvoir déterminer avec vous ce qui est le plus adéquat à votre profil d'investisseur et puis avec vos contraintes spécifiques d'investisseur, fiscalité, etc. Consultez quelqu'un qui est autorisé effectivement à le faire. Et comme tu l'as dit, JP, effectivement, deux sujets où je dois t'avouer, le deuxième, j'avais un peu moins d'inspiration, mais je pense que la justification que tu as amenée, c'est justement, c'est pour ça que j'ai retiré mon veto temporairement, évidemment, sur ce sujet-là. Puis Et d'ailleurs, chers auditeurs, vous ne voulez pas savoir le ratio veto JP versus veto Gab dans l'histoire du podcast, vous allez vraiment être triste pour moi, là, honnêtement. J'ai des inspirations T'es fascinantes, vraiment, mais combien de veto ai-je pris en pleine tronche? Mais non, bon, t'es vraiment dur parce que moi j'ai eu des sujets, on va dire déjà que par exemple celui de la semaine passée a failli passer au veto de très très proche, donc sachez-le, sachez que les magnifiques épisodes qui sont sortis, notamment celui de la semaine passée, est passé à travers le veto annulé à la dernière, dans les dernières heures plutôt par JP. Donc en tout cas, donc c'est un peu la répartition dans les faits est de 50-50 à peu près là, si on est fair. Mais bon, bref, ça promet d'être intéressant quand même de la façon dont on va l'introduire. Et pareil pour le deuxième sujet, notre industrie, moi je dirais qui me tient pas particulièrement à cœur, mais que je trouve rigolote. Donc c'est pour ça va générer des clics en tout cas. Donc j'espère en tout cas que ça va vous plaire et je pense que chers auditeurs, on peut lancer le jingle. Qu'est-ce que t'en penses, JP? absolument. Donc commençons en force ce podcast avec le premier segment au son de la cloche. Parfait. Donc, on l'a mentionné, l'introduction, je pense, pour une fois, on n'a peut-être pas fait un spoiler là, absolu. Là. Certains l'auront peut-être trouvé chapeau. Là. Mais on veut revenir un peu sur l'industrie du cannabis. Les compagnies de cannabis qui sont listées, c'était comme je l'ai dit, une tendance qui était très populaire initialement là, au Canada, là, lorsque le Canada a rendu légale la consommation de cannabis à des fins récréationnelles. Là. C'est pas le terme n'est pas exact, pardon, de l'anglicisme. Récréative. Récréative, voilà. Et c'était quelque chose qui, avant la date officielle du moment où c'était rendu autorisé, il y avait eu énormément de spéculation. C'était un peu là, une industrie dans laquelle tout le monde voulait mettre de l'argent. Et sans vouloir un peu mettre les bases de ce qu'on veut parler aujourd'hui, une fois que c'est devenu légal au Canada,
n'a pas changé le monde du tout. Honnêtement, la consommation n'a pas augmenté si drastiquement que ça, même que maintenant, on oublie presque, au Québec, on appelle ça la SQDC, là, c'est une entité qui est liée au gouvernement, un peu comme c'est le cas pour l'alcool d'ailleurs, avec la SAQ qui s'occupe de la vente pour la SQDC là, dans le contexte du cannabis. Et je veux dire, ça n'a pas changé grand-chose non plus. Et donc, on voit les compagnies justement qui sont fournisseurs de la SQDC, qui sont des compagnies listées, qui n'ont pas nécessairement réussi en bon anglais, à backer un peu la performance et la capitalisation boursière qu'ils avaient obtenue lors justement de la période là, de la bulle avant que ce soit autorisé. C'est un peu la même chose aux États-Unis. Donc, différents États vont amener justement la légalisation de la consommation à des fins récréatives. Et c'est un petit peu la même chose des compagnies, soit américaines, mais même des compagnies canadiennes qui sont également listées aux États-Unis et qui fournissent au final des vendeurs dans ces États-là. Des compagnies qui vont. Parce que c'est souvent la production en fait qui sont listées. C'est plus rare au niveau des compagnies qui font le détail. Mais bref, ça c'est un autre sujet. Mais on voit encore une fois un peu la même chose. La consommation n'a pas changé, les performances sont un peu stagnantes. On n'a pas nécessairement d'opportunités de croissance ou de growth réellement au niveau de ces stocks-là. Et c'est un peu là où on voit une performance depuis le temps. Et tout récemment, là, on regardait les stats de certains indices. Et un des indices montrait là, que depuis, je pense, en 2022, il y avait une chute d'à peu près 70%. Là, c'est le Global Cannabis Stock Index qui avait perdu 70%, 70,4% pour être exact, en 2022. Présentement, en mars, ça a perdu 15,2%. Dans le premier quarter de l'année, c'était 12,5%. Si on continue même au-delà de mars, je pense que c'était également en avril, c'était un autre 2,9%. En mai, c'était un 7%. Donc, ça n'arrête pas de chuter. On est dans du year-to-date présentement de perte de 21% pour cet indice-là. Et chez Gap, tu as peut-être d'autres indices ou des compagnies plus précises, entre autres les Exos de ce monde, les compagnies au Canada, là, qui montrent effectivement là, que la performance de l'industrie des stocks de marijuana ou de cannabis se porte très mal et même continue de chuter. T'sais, certains peuvent croire que c'est une bulle spéculative. Donc, avant les légalisations, on voit une hausse et c'était le cas au Canada. Mais ça en perd encore maintenant. Donc, ça n'a jamais réellement repris de manière si intéressante que ça, ces stocks-là. Et c'est là que ça amène un doute. Moi, bon, j'ai une opinion. Là, c'est sûr qu'on parle d'un son de la cloche, donc c'est pas un place au débat. Là. Mais c'est sûr que c'est le genre d'industrie où c'est très difficile. J'ai un de mes bons amis qui avait accepté un poste également dans un emploi là-dedans. Puis c'était fascinant de voir à quel point ces compagnies-là pouvaient obtenir justement de l'argent par leur listing, leur IPO au niveau des marchés boursiers. Et puis après ça, c'était mal géré, ces argents-là. C'était des bassins de liquidité, mais ils en mettaient partout, partout, partout. C'était mal réparti. Ils n'investissaient pas adéquatement dans ce qui était réellement porteur de croissance au niveau de leurs opérations. Et c'est ça qui est fascinant, c'est que je ne sais pas réellement si c'était des erreurs de gestion ou si c'était vraiment juste l'industrie qui, en tant que telle, n'avait pas vraiment d'opportunité de devenir quelque chose de plus significatif. C'est un peu là où je ne suis pas capable de mettre le doigt exact sur la raison pourquoi la performance a été si mauvaise et continue de l'être. Mais clairement, c'est pas quelque chose qui se porte bien. Et je sais qu'un des points qu'on pourra parler, je pourrais en revenir là-dessus par la suite. Je sais que Gab, tu vas peut-être vouloir mettre quelques points présentement. Mais il y a aussi l'effet que c'était tellement spéculatif que le short selling a été énorme et ce n'est pas encore terminé à voir la performance qui continue de baisser. Il y a presque plus de rendement à faire en short selling, ce genre de compagnie-là, ou des ETF qui répliquent les indices justement de cannabis. C'est ce qui est un peu fascinant. Donc c'est sûr qu'avec une industrie qui n'est pas nécessairement porteuse et en plus du short selling qui rentre en ligne de compte, c'est pas nécessairement rassurant et ça peut d'une certaine manière expliquer pourquoi la performance est si mauvaise depuis le temps. Ouais, bah, comme tu l'as dit, JP, en effet, on est vraiment dans une présence en fait d'un marché, on va dire, compliqué. Tu sais que la plupart des industries, effectivement, tu sais, dans l'histoire, ont connu parfois des stades, on va dire, de croissance très importante. Et ça a été le cas, en fait, hein, quand même, de l'industrie du cannabis récréatif, comme tu l'as dit. Et évidemment, bah, ce qui évidemment a provoqué évidemment cette explosion quand même évidemment des revenus générés par comment dire, par ces magasins-là, ou comme tu l'as dit, ces producteurs-là, bah, c'est le fait qu'aujourd'hui, bah, la légalisation du cannabis a bien fonctionné parce qu'elle a permis de retirer du marché noir, évidemment, des produits, si tu veux, et de créer des produits, on va dire, dans un approvisionnement, on va dire, probablement plus qualitatif, plus encadré, évidemment, par l'État. Alors, bon, certains en trouveront un aspect négatif derrière ça, mais ça a quand même un intérêt principal, c'est sûr, c'était d'avant tout, c'était pas de rendre des compagnies de weed rentables, c'était avant tout
d'éviter qu'il y avait des dealers dans la rue, puis que des gamins qui se fassent tuer à coups de fusil pour des histoires de trafic de drogue, hein. C'est principalement la raison pour laquelle, effectivement, le trafic de drogue, enfin en tout cas le cannabis et donc récréatif a été autorisé. Alors rappelons que les compagnies dont on va parler aujourd'hui, en fait, sont principalement à l'origine des producteurs de cannabis médicinal. En effet, depuis quand même une bonne trentaine d'années, le CBD, qui est l'ingrédient principal ou la molécule en fait qui se trouve dans le cannabis, eh ben, est utilisé à des fins thérapeutiques, notamment pour les troubles, par exemple, je crois, mentaux, psychiatriques, etc., troubles de la dépression, etc. Donc ces compagnies-là ont un certain historique. Alors évidemment, leur pari, évidemment, c'était de parier, évidemment, à ce que le marché devienne légal et que tu aies des clients récréatifs, évidemment, qui prennent le pas dessus. Sauf en fait, ce qui s'est fait, en fait, et quand tu le vois très bien en regardant, en fait, les états financiers, en fait, euh, de la plupart, en tout cas, des producteurs, évidemment, de marijuana, ben, c'est ce qui s'est passé, c'est qu'effectivement, ils se sont retrouvés dans une situation où, effectivement, euh, leur stock s'est envolé, hein. D'ailleurs, on le voit bien, hein, quand tu vois les stocks, on va dire, des comparables, donc par exemple comme Exo, peut-être vous en avez connu, là, Exo, Canopy Growth, peut-être ces noms-là vous disent quelque chose, je vous rappelle peut-être des lointains souvenirs d'il y a quelques années, 2018-2019, quand le prix explosait, ça valait, par exemple, Canopy, je me souviens, à l'époque, on avait un ami, je pense qu'il se reconnaîtra parce qu'il écoute le podcast, avait acheté ça, ça coûtait 60 balles l'action, alors qu'aujourd'hui, je crois que c'est un penny stock, là, ça vaut 1 dollar et des poussières, là, donc il a perdu quasiment 99% de sa valeur. J'avais même vu que depuis le début de l'année, Canopy Growth a perdu, rien que le début de l'année, prépare-toi, 70% de sa valeur. Parce que ces entreprises-là, non seulement, effectivement, eh ben, elles n'ont pas su gérer leur croissance, elles étaient soumises à des vagues d'investisseurs ultra spéculatives, un peu comme l'était par exemple GameStop, etc. C'était la même série, on va dire, de phénomènes. Et ben ces compagnies-là, une fois que le marché est arrivé, et ben ils ont fait littéralement n'importe quoi, si tu veux. Ils se sont amusés effectivement à gérer la compagnie comme des pieds, en fait. Ils se sont amusés à faire des fusions-acquisitions, beaucoup dans le secteur, avec d'autres compagnies d'herbes légales, récréatives. Ils se sont amusés aussi à acheter tout un tas de compagnies complètement YOLO. Je me souviens par exemple que Canopy Growth a acheté il y a quelque temps une compagnie de boissons énergisantes. Ils ont payé des centaines de millions de dollars pour des partenariats, des trucs très obscurs, etc. Pour finalement pas grand-chose. Donc on se rend compte effectivement que toutes ces compagnies font beaucoup de chèques et on ne sait pas trop à quoi ça sert au final, puisque oui, en effet, le marché en fait effectivement a monté, mais on constate, et là tu le vois très bien à partir des chiffres pareil qu'on peut extraire des états financiers, de Canopy Growth ou par exemple de Exo, qui vont être les deux que j'ai utilisés à titre de référence, et bien que leurs revenus commencent à baisser en fait, puisque sur les 12 derniers mois, il y a quasiment un en 2022, donc un an en arrière, leurs revenus étaient d'à peu près, par exemple sur les 12 derniers mois, pour Canopy Growth, on parle d'à peu près 580 millions de dollars. Et aujourd'hui, on parle à peine de 440. Donc déjà, le marché tend d'un relatif déclin. L'effet hype de la légalisation semble s'estomper, tu vois. Et on revoit le même effet, on va dire, du côté de Exo. On passe, pareil, dans la même période. Là, par exemple, au pic, si tu veux, des revenus, au quatrième trimestre de 2022, sur les 12 derniers mois, c'est 190 millions de dollars. Et on est aujourd'hui à 147 millions de dollars. Donc, ils ont quasiment perdu, en fait, 25, si je calcule bien, 12,5% de leurs revenus. Donc, c'est quand même, comment dire, assez inquiétant sur ce point de vue-là, tu vois. Donc, c'est non seulement une entreprise, un secteur qui a connu des valorisations complètement absurdes, hein, puis ça, je pense qu'on pourra en parler, JP, après un peu plus tard, si tu as d'autres données, là, mais on constate en effet qu'il y a un ralentissement de la croissance, voire un estompage de la croissance vers un déclin relatif de ce secteur-là, parce qu'en effet, la demande, en effet, il y a une augmentation de la demande, c'est évident. Avant la légalisation, on parlait, les revenus étaient quasiment à zéro, puisque c'était juste de l'herbe médicinale, parce qu'il fallait que tu aies une prescription pour l'avoir, donc du coup, les consommateurs,
illégaux, on n'incite pas le comportement illégal ici sur le podcast, à aller se fournir chez un dealer, hein, tout simplement. Mais et ben, ce dealer-là, comme il a été remplacé par un alternative légal, bon, évidemment, il y a une augmentation des revenus, mais finalement, le nombre de consommateurs, est-ce qu'il augmente intrinsèquement? Pas forcément, en fait. Même, il a tendance même à s'estomper avec l'apparition, évidemment, d'autres alternatives, etc. Je sais pas si tu avais d'autres points à apporter, JP. Effectivement, en fait, un des points que je voulais dire, c'est il faut pas oublier que non seulement les compagnies avaient un volet très spéculatif, puis les investisseurs étaient un peu de tout genre, puis tu l'as dit, là, je pense qu'on était à l'université ou juste à la fin de l'université à cette époque-là, puis tu sais, c'était littéralement des personnes un peu comme nous, là, qui commençaient en finance ou à peine, et puis qui investissaient là-dedans en suivant un peu le train. Faut voir également le fait que l'analyse de l'industrie, non pas en termes financiers, mais en termes, si on parle juste du contexte canadien avant la légalisation, il y a eu beaucoup d'erreurs qui ont été faites également en pensant que ça allait révolutionner beaucoup le nombre d'utilisateurs, t'en parlais, alors qu'en réalité, ça n'a pas été le cas du tout. Donc, non seulement c'était spéculatif au niveau financier, mais également si on parle juste des données plus globalement que le gouvernement met en place, les analyses également au niveau du potentiel de ce marché-là au Canada, c'était littéralement pas là. Et c'est certain que c'est là où j'ai des doutes lorsque des compagnies vont se lancer dans des industries qui, euh, initialement, ne sont pas légales. Tu le dis, c'est le marché noir, mais c'était exactement ça aussi en termes de données. C'était très difficile de projeter qu'est-ce qu'il y en était quand on n'avait pas vraiment de stats concrètes sur quelle était l'industrie avant la légalisation également et quel allait être soudainement le nombre d'utilisateurs qui allaient dire, OK, mais maintenant que c'est légal, je vais peut-être essayer. C'était très dur à voir, donc c'est là où on se rend compte que ces compagnies-là ont été, il y en a maintes et maintes qui se sont listées, littéralement, il y en a je le dis, il y avait une rentabilité à peu près nulle avant. Il y en a qui étaient déjà en place pour du cannabis médicinal, ce qui était bien. Il y en a qui n'étaient pas du tout là-dedans puis qui lançaient des trucs qui avaient même pas réellement d'expertise, mais il y a eu beaucoup, un peu comme l'était Silicon Valley à l'époque, là, puis j'arrête la comparaison, là parce qu'on est très loin de Silicon Valley en termes d'innovation de la technologie et le cannabis, là. Mais c'est un petit peu ça. Il y a eu tellement de personnes, tellement d'entrants au final dans cette industrie-là parce que c'était facile, c'était possible. N'importe quelle compagnie qui se lançait semblait avoir un truc pour faire pousser du cannabis et avoir quelques partenariats avec des gouvernements pour assurer qu'ils allaient faire partie de la chaîne d'approvisionnement. Eh bien, ça se listait, puis ça devenait finalement un stock qui était intéressant et qui avait une hausse de son cours boursier et de sa capitalisation boursière qui était instantanée. C'est là où on l'a vu. C'était normal qu'il y ait initialement beaucoup d'entrants, qu'il y en ait qui tombent, c'était absolument normal, mais de voir que les piliers de cette industrie-là continuent de sous-performer, tu en as nommé plusieurs, tu en as analysé plusieurs. Ce sont des compagnies qui sont là depuis très longtemps. Ce pas des compagnies qui existaient depuis seulement 5, 6, 7, 8 ans. Et ça reste quand même qu'ils ne sont pas en mesure de pivoter adéquatement, même si les nouveaux entrants qui étaient des faibles compétiteurs réellement sont tombés, ils ne sont pas en mesure de continuer. On est rendu, je ne suis pas prêt à dire que c'est une industrie qui est mature, mais il n'y a pas de grande nouveauté à ce niveau-là, là. On est très loin de, OK, bon, il y a des lancements de nouveaux produits, on se retrouve avec un paquet de trucs qui vont amener plein de nouveaux utilisateurs. Non, moi, à mon avis, c'est une industrie qui stagne un peu, on sait à quoi s'attendre, on sait c'est quoi le genre de performance, mais ces compagnies-là ne sont pas en mesure d'aller essayer de retirer en tant que compagnie, une performance financière qui va suivre ou qui va être adéquate ou qui va être optimale, sachant un contexte de marché qui est presque connu, tu sais. Et c'est là où j'ai vraiment beaucoup de doutes, j'en parlais tout à l'heure, là. Mais oui, j'ai des doutes sur bon, le contexte financier, le short selling et tout qui peut causer de la sous-performance, mais la gestion de ces compagnies-là me laisse beaucoup en doute parce que il n'y a rien qui est connu d'avance, mais on n'est pas loin de ça en termes de performance. On peut presque s'attendre déjà aux données en termes de vente de 2024. La croissance ne doit pas être non plus du 15% là, en termes de vente pour Exo, par exemple. Donc, ils savent un peu c'est quoi la tangente qu'il y a présentement au niveau de la performance, mais ils ne sont pas en mesure de mettre le point sur qu'est-ce qui va permettre à leur business et à leur modèle de fonctionner encore mieux. C'est là où j'ai des doutes. Et oui, la pandémie a peut-être pas aidé non plus, c'est certain. Et c'est sûr que ça vient changer les plans de bien des industries, dont une industrie qui était volatile comme la consommation de cannabis. Mais j'ai comme des doutes à voir, mais où est-ce que ça va ce truc-là? Et est-ce que ces compagnies-là ne sont pas vouées littéralement à être des penny stocks pour toujours, sachant que bien, il n'y aura pas nécessairement d'avancée spectaculaire qui va changer autant aux États-Unis qu'au Canada, là. Je ne vois pas le moment au Canada, c'est bon, c'est partout, tant mieux. Aux États-Unis, je ne vois pas le moment où le gouvernement fédéral va faire un truc qui est universel, pas universel, mais qui est à travers l'ensemble des États. Si c'est un État à la fois, je veux dire, c'est très difficile en termes législatifs de pouvoir avoir de la croissance dans ce marché-là également. Et c'est pas mal ça. Tu sais, ça m'étonnerait que Exo, avec
avec ses installations, par exemple, au Canada, deviendrait un joueur mondial énorme s'il y avait l'Australie mettait de la légalisation, puis je sais pas quoi. On dirait que je me dis, il y a tellement pas de potentiel de croissance, c'est pas vraiment. C'est là où j'ai des doutes. Je me dis, bon, tu sais, qu'est-ce que tu fais avec ça? Qu'est-ce que tu fais avec une compagnie comme ça? Ça tient presque plus la route non plus. Donc, bref, c'est un peu là où j'ai plus de doutes sur l'industrie qu'autre chose. J'ai des doutes sur le short selling, mais ça, j'en ai toujours et c'est un truc qui m'intéresse beaucoup. Mais j'ai plus des doutes sur le fait de, ben, c'est stagnant et on a des gestionnaires qui ne sont pas en mesure de tirer quand même le maximum de performance d'une industrie qui est connue d'avance. Et ça, je trouve que ça me met pas beaucoup en confiance en tant qu'investisseur qui n'est pas investi dans cette industrie-là du tout. Mais en tant qu'investisseur, plus globalement, je me dis c'est pas le genre de truc qui m'intéresse d'aller lire sur la performance d'Exo puis commencer à suivre ce titre-là pour peut-être devenir investisseur. Je me dis, moi, je vois vraiment pas rien qui fonctionne, puis j'attaque beaucoup Exo, il y en a d'autres. Mais c'est un peu là où je trouve que ça ne fonctionne pas très très bien et les perspectives de croissance, à mon avis, ne sont pas là et je ne vois pas qu'est-ce qui pourrait amener que ce soit un revirement de situation qui se produise dans les prochaines années du tout, là. Ouais, puis c'est surtout, tu vois, en termes de statistiques, puis je pense que c'est un autre point intéressant, puis j'en trouvais pendant que tu parlais de JP, c'est quand même, c'est un marché qui reste pas énorme, hein, et on le voit d'ailleurs même sur les statistiques qui ont été conduites en 2020 et 2021, et ben le pourcentage de Canadiens qui ont fumé au cours donc, du cannabis, évidemment, dans les 12 derniers mois, a tend à décliner, en fait. Puisque ça représente en fait chez les hommes en 2020 31% des Canadiens contre 29 en 2021, 23% des femmes jusqu'à 22%, donc ça a baissé d'1%. Et ce qui est d'autant plus intéressant, c'est que chez les jeunes, qui était d'ailleurs une inquiétude en fait aussi quand ça a été légalisé, eh ben, il est passé de 44% à 16 ans à 37% entre 16 et 19 ans, pardon. Et tu vois, le segment de population qui semble le plus fumer, en fait, c'est les 20-24 ans, puisque ces derniers, en fait, fument à peu près la moitié de cette tranche d'âge, déclarent avoir fumé, évidemment, dans les 12 derniers mois, des produits liés au cannabis. Donc tu vois qu'en fait, tu as une... Réellement, c'est un segment de marché qui est très minime, en fait. C'est, en gros, les étudiants... bah, tu te fumes un joint, pardon, à l'école, etc., avec les amis. Et après 25 ans, ce pourcentage tend à décliner vers à peu près 24% en 2020 jusqu'à 22%, puisque tu vois que ça a encore une fois baissé. Donc ça tend, en fait, c'est moins un quart des Canadiens, qui est un marché, rappelons-le, assez petit. On prend 30 millions d'habitants, 32 millions d'habitants, je ne me souviens plus exactement de JP, comment on a au Canada 32, 37 ou 38, je pense. ok, on est plus un peu plus grand que ce que je pensais, mais bon, fais une règle de 3, tu divises, divises 37 divisé par 4, ça fait 9,5 millions 9,25 millions d'habitants qui fument régulièrement. Va assumer qu'ils fument à peu près un sachet d'herbe, un sachet d'herbe, je crois qu'à la SQDC, ceux qui sont consommateurs peut-être pourront plus m'aider parce que moi j'y vais jamais, mais c'est à peu près 3 grammes et demi. Puis c'est à peu près ce 3 grammes, c'est à peu près 20-25 $, tu vois. C'est pas énorme, hein, en fait, hein, quand tu y penses. Bon, t'as probablement des gens qui fument beaucoup, puis des gens qui fument un joint de temps en temps, tu vois, une ou deux fois par année. Donc je pense pas que ça justifie une telle hype, en fait, en termes d'évaluation. Puis si on revient effectivement aux fondamentaux, pour revenir effectivement sur ce qui fait du sens, c'est-à-dire les chiffres, et ben tu vois, tu avais des évaluations en 2018 au moment où le cannabis a été légalisé au Canada qui étaient parfois de 70 fois les revenus. Alors, vous le savez, vous qui nous suivez, quand on analyse une action ou une entreprise plus généralement, et ben on regarde c'est quoi le multiple, donc le nombre de fois que ça vaut les revenus ou le nombre de fois que ça vaut le bénéfice. Et évidemment, ces entreprises-là, je t'en parle même pas, évidemment ne font pas des bénéfices, c'est bien évident. Mais tu as certaines compagnies qui faisaient. Et là, je te parle en plus, c'est en revenu futur, c'est en revenu sur un an projeté, tu vois. Donc, il n'y a même pas le biais à dire, ah oui, tu prends les revenus passés qui sont à zéro. Non, 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 non. Là, je prends les revenus projetés sur l'année prochaine. Et tu vois parfois des évaluations à 60 fois les revenus. Bah, évidemment, je veux dire, tu n'as pas besoin d'avoir fait on va dire, des études très poussées en finance pour dire que ça fait pas de sens de récupérer juste 1 $ de revenus. On n'a même pas compté toutes les dépenses pour avoir, pour avoir le dollar que tu vas gagner à la fin, qui au final va être négatif. Je te fais pas de surprise. Il faut que tu attendes 60 années minimum.
Donc évidemment, ça fait pas de sens. Je veux dire, faut être réaliste évidemment dans ce cadre-là. Et donc on est effectivement dans une évaluation qui est clairement surcotée. Après, effectivement, rendu là, des évaluations à parfois 10, 15 fois les revenus, ça fait du sens. Des fois, dans une entreprise, un secteur à très grosse croissance, ça fait du sens. Et ce qui fait qu'aujourd'hui, bah, comme on projette aucune croissance dans le secteur, que vous avez bien compris avec le déclin progressif des revenus des comparables, eh ben, on est maintenant dans des évaluations qui sont beaucoup plus proches des 1 à 2 fois les revenus. D'ailleurs, tu vois, en termes d'évaluation, par exemple, le plus bas qu'on soit allé, c'est en ce moment, en fait. Et la plupart des stocks, bon, par exemple, Exo est à 1,53 fois les revenus. Je sors les données au 29 juin, pardon, comment dire, au 5 juin, donc aujourd'hui 2023. 2,36 fois les revenus pour Canopy Growth, 0,90 fois les revenus pour Aurora Cannabis. Ça fait quand même plus de sens que, pardon, au record, on était, roulement de tambour, 44,8 fois les revenus projetés, 67,8 fois les revenus pour Canopy Growth, 65,6 fois les revenus pour Aurora Cannabis. Donc, évidemment, ça marche pas. Donc, il faut être parfois un peu raisonnable. Et, il faut avoir un peu de bon sens, tu vois. Est-ce que réellement ça fait du sens? Bah non. Et je veux dire, je suis pas. Encore une fois, je suis loin d'être un expert en stock picking. Je pense que si vous avez suivi mes suggestions d'intérêt dans des autres épisodes, vous avez bien vu que mes performances sont pas incroyables. Loin de là. D'ailleurs, je suis un peu déçu de mes performances de sélection d'actions. Euh, mais pour autant, tu vois, il faut quand même avoir un œil réfléchi comme investisseur. Ça fait pas de sens d'aller payer 70 fois les revenus. Enfin, je veux dire, c'est évident. Mais bon, je sais pas. Dites-moi nous, ce que vous en pensez au passant, là, parce que je crois que je suis à court d'idées pour la soirée, en tout cas sur ce secteur-là. Ouais, je pense que ça fait pas mal le tour, là. On a quand même bien couvert, une industrie qui, bon, je pense que la conclusion est quand même présente, là. Le fait que c'est pas super porteur. Les chiffres en parlent, les tendances qualitatives en parlent, mais je pense que c'est intéressant de voir votre opinion également. Mais d'ici là, on va passer à notre deuxième segment, le segment L'instant économie. Parfait. Donc, c'était le sujet phare de la journée. Le sujet phare, en fait, je serais même prêt à dire, je pense que c'est l'un des meilleurs sujets de la saison 3 au complet. Je crois Euh, du podcast au complet. D'ailleurs, ça va être, il va être- on devrait renommer d'ailleurs certains segments. Je ne sais pas ce que tu en penses, JP, mais directement Tatata Show. Tu vois, comme ça, c'est rendu là. c'est connu d'avance où est-ce qu'on s'en va, effectivement, et que c'est clairement un sujet qui fonctionne plus pour l'un que pour l'autre, effectivement. Mais bon, dur à cacher. On va parler du debt ceiling américain, là. Gab trouvait qu'on en avait déjà discuté. Je trouvais que c'était pertinent d'en faire un topo. Je pense que maintenant, avec le fait que c'est conclu, et c'est plus pour parler du fait que c'est peut-être une espèce de new normal, malheureusement, qu'on va vivre, ce genre de frayeur-là, même s'il n'y en avait pas, et ça, c'est un point qu'on va en parler. Mais je pense que c'est quand même pertinent de voir et un peu de parler de qu'est-ce qui s'est produit dans l'arrière-plan, pareil, même s'il y avait des choses qui se négociaient entre la Chambre des représentants, la Maison-Blanche, le Sénat, et que bon, l'accord a eu lieu et tout. Là, je vais aller dans les détails dans quelques minutes. Ça reste que c'est intéressant de voir qu'est-ce qui s'est produit. Il y a quand même eu beaucoup de banques qui ont agi malgré tout et qui vont peut-être même planifier des trucs pour la prochaine fois dans 2-3 ans, là, en 2025 pour être exact, là. Donc bref. Le ceiling américain, vous le savez, il y avait la fameuse date là, à laquelle le gouvernement américain, pardon, n'aurait plus eu la capacité par rapport à son plafond de pouvoir respecter ses engagements au niveau de ses dettes actives, qui est l'une des plus grandes, sinon la plus grande dette publique mondiale. Le ceiling était à 31,6 trillions de dollars, pour être exact. Et dans le contexte de ce qui a été passé au Congrès, de ce qui a été approuvé au Sénat et de ce qui a été également signé à la Maison-Blanche par Biden, ce n'est pas une augmentation de ce ceiling-là, mais bien une suspension de sa considération d'ici à 2025. Donc, on passe au-delà de la prochaine élection présidentielle et on va se retrouver là, avec courant de première année à peu près là, du mandat du nouveau président des États-Unis, soit Biden qui revient, ou bien des républicains. On n'embarquera pas dans le volet politique de la chose tout de suite, là. Mais il n'y aura pas au moins de débat là-dessus. Ça va encore être quelque chose qui va se faire hors campagne électorale. Euh, mais cette décision-là a quand même amené beaucoup de... Tu sais, même si chez Gab, tu l'as dit, puis je suis tout à fait d'accord, et les marchés ont un peu
réagi de la même manière à ne pas croire que les États-Unis allaient faire un défaut sur leur dette, sachant leur code de crédit AAA et tout, et que c'est quelque chose qui n'arrive pas. Là. On s'entend, si les États-Unis font défaut sur leur dette, c'est une crise mondiale instantanée. Là. Donc, c'est quelque chose qui avait beaucoup trop d'importance à la fois pour la nation elle-même que pour l'ensemble du monde, pour qu'il y ait réellement un risque. Certains vont dire que rien n'est certain, certes. Mais je pense qu'il y a quand même un intérêt de noter le fait que c'était quand même menu moins une, et la stratégie qui a été mise en place de ne pas augmenter comme à l'habitude le montant, mais plutôt de le suspendre pour un nombre d'années, là, c'est une pratique, je pense, qui est un peu pour couvrir le fait que les American people n'auraient pas été contents d'entendre que c'était pour quelques trillions de dollars au final que les différents poids politiques américains se sont battus. Là. Mais moi, ce qui m'inquiète plus, c'est le fait de dire, ben, c'est ça, la tendance, la nouvelle normale, qu'on peut voir là, du fait que le clash qui existe entre les républicains et les démocrates, et n'importe quel moment où un plafond de dette va devoir être négocié ou être suspendu ou peu importe être rehaussé, euh, va avoir lieu dans un contexte où le Congrès, le Sénat et la Maison-Blanche ne sont pas alignés sous la même couleur en termes de partis politiques. On va se retrouver avec le même genre de problématique, surtout lorsque c'est la Chambre, et surtout dans un contexte un peu similaire à ce qu'on a maintenant où la Chambre est républicaine, et on se retrouve avec des républicains qui sont quand même extrêmement de droite là, et qui vont essayer de faire même du mal à leur propre parti, presque non seulement de s'opposer aux démocrates, mais également presque de s'opposer aux républicains qui sont plus de centre-droite, et c'est ce qu'on a encore observé maintenant. Donc c'est là où j'ai quand même quelques doutes. Avant de te laisser également, Gab, si tu as quelques mots à dire avant que je poursuive, là. Ce qui est intéressant de voir, c'est bien cette nouvelle normale-là, ça a eu un impact au niveau du système financier. Les marchés n'ont peut-être pas réagi autant. On n'a pas vu autant de volatilité qu'on aurait pu s'en attendre. En fait, les marchés n'ont pas vraiment de trame depuis les dernières semaines, depuis les derniers mois. C'est ce qui amène des sujets variés au niveau du podcast parce qu'il ne se passe pas énormément de choses significatives. Mais je pense que ce qui est intéressant, c'est que le système financier et les banques ont quand même dû réagir. Parce que le gouvernement américain avait comme politique de s'il dépassait une date ou la date à laquelle il ne pouvait pas faire honneur au remboursement, par exemple, de leur T-bill, de leur T-note, ou au paiement de certains coupons, ce qu'ils allaient faire, c'était de repousser soit les dates d'expiration de leurs titres qui n'émettent pas de coupons, donc les T-bills, T-notes, etc., ou bien repousser les dates de coupons pour le type de dette qui avait des coupons qu'ils émettent d'une journée à la fois, tant et aussi longtemps que l'accord n'avait pas eu lieu. Donc, il fallait que les entités, les banques, par exemple, américaines qui détiennent de la dette américaine, ce qui est toutes les banques américaines, euh, devaient trouver une manière de s'assurer de repousser à chaque jour les maturités de la dette qu'elles détenaient. Donc, eux, ces banques-là s'attendaient à recevoir de l'intérêt ou à recevoir leur retour de capital à l'expiration, par exemple, et elles devaient, dans leur système, s'attendre à repousser continuellement d'une journée à l'autre la date de maturité, ce qui est une folie absolue. Là. C'est des bassins et un nombre d'émissions qui est quand même assez significatif. C'est pas quelque chose qui est facile à mettre en place. Et comme on a dit, l'attente, le fait que personne n'y croyait, mais ça a dû faire en sorte que peut-être que certaines banques n'étaient pas prêtes à faire ces ajustements-là. Et donc, je crois qu'il y a eu énormément de transactions qui ont eu lieu dans le but justement, en bon anglais, d'offloader des titres du Trésor américain dans les books des banques américaines et même des banques mondiales plus largement. Là. Je pense d'ailleurs que c'est le Japon qui détient la plus grande proportion là, de dette américaine. Donc, il y a eu, à mon avis, énormément de mouvements qui ont eu lieu au niveau des dettes et des bons pour s'en départir. Et c'est peut-être pas quelque chose qui est nécessairement favorable si dans 2 ans, on se retrouve en 2025 avec un même contexte. Les trois grandes instances du gouvernement américain ne sont pas alignées, comme on le dit, soit côté démocrate, soit côté républicain, et qu'on se retrouve encore avec un clivage de la même manière. Je pense que c'est là où il va devoir y avoir des apprentissages qui sont faits maintenant, parce que même si rien n'est tombé, même si les banques se portent toujours aussi bien, ça reste que des actions un peu réactives de vendre de la dette comme ça a eu lieu n'est peut-être pas la meilleure approche. J'ai hâte de voir quelle va être la proactivité, quels vont être le genre de projets qui vont devoir être mis en place pour réfléchir à des méthodes de gérer ça. Mais ce n'est clairement pas la dernière fois qu'on va voir ce genre de truc arriver. Et à un certain point, je me dis, je sais pas si on va être en vie pour le voir, mais à un certain point, je me dis, le clash va être tel et la répartition du fameux 50-50 républicain-démocrate, comme on voit présentement aux États-Unis, pourrait très bien amener à ce qu'il y ait un réel défaut de la dette américaine à un certain point. Je ne dis pas que c'est la prochaine fois, je ne dis pas que ça va être de notre vivant, mais c'est rendu au point où il y a tellement de jeux de coulisses et d'intérêts politiques qui sont mis de l'avant par rapport à la stabilité de l'économie mondiale et plus globalement de l'économie américaine également, c'est important de le mentionner, là, que c'est rendu fascinant. Là. Et on était littéralement à 1, 2, 3 jours proches d'avoir des paiements de dette qui ne peuvent pas se faire.
parce que justement, il y avait une discorde entre les expectations des démocrates et des républicains, ce qui est, à mon avis, une folie absolue. Donc, c'est ce que je trouve intéressant, c'est la conclusion, mais surtout de voir la réalité que ben, il faut qu'on s'attende à ce genre de truc-là. Il faut qu'on s'attende à devoir agir, pas nécessairement que ça va se produire, un défaut de dette américaine, mais qu'il faut réellement réagir parce qu'on ne peut pas se permettre, en tant que système, de ne pas essayer de au moins mettre un certain buffer et de juste arriver là-dessus les yeux fermés à ne pas y croire et qu'au moment où ça se produira dans le futur, que personne ne l'ait vu venir, ça va être encore pire. Je ne dis pas qu'il n'y a pas un scénario où c'est parfait, là, on s'entend. Mais il y a clairement un scénario dans lequel on ne peut pas juste être réactif comme ça a été le cas présentement. Et clairement que les marchés l'ont prouvé en étant aussi passifs dans tout ce qui s'est produit, dans tous les événements et dans toutes les nouvelles. Et comme je dis, je sais que Gab est un petit peu dans cet axe-là et je suis d'accord que je ne croyais pas non plus que le dépassement que la date, la fameuse X-date, allait arriver. Mais clairement qu'on était très passif. On était assis tranquille à littéralement attendre que peut-être une crise financière majeure mondiale ou une Ouais, crise économique financière ait lieu. après, c'est toujours là le truc, c'est que effectivement, et puis c'est pour ça que tu vois, j'hésitais un peu avec ce sujet, mais je trouve que tu l'as très bien amené, en tout cas dans les dernières minutes là, mais c'est que souvent, en fait, effectivement, les gouvernements font cette espèce de chantage juste à des fins politiques, à des fins électorales, à des fins démagogiques, en fait, plus généralement. Donc, je trouve que c'est toujours, en fait, un peu la même chose dans le débat, malheureusement, politique américain. Et on en a dit toute une sorte de. On a fait toutes sortes de critiques, évidemment, sur la démocratie américaine, puis le fonctionnement, évidemment, des institutions américaines. Mais effectivement, c'est plus un chantage que réellement une vraie menace, hein, puisqu'on sait qu'effectivement, les gens vont dire, ah oui, les républicains qui ont tendance effectivement à être très économes, bon, sauf quand il faut augmenter les dépenses militaires. Donc ça, c'est toujours assez rigolo de dire, ah oui, bon, on est contre les pays à augmenter les impôts, machin, puis finalement, en fait, qui c'est qui a fait exploser la dette américaine? Bah, c'est Reagan dans les années 80, tu vois. Donc c'est assez ironique, en fait. Donc, il y a toujours un espèce de. C'est tout le jour le cynisme, en fait, de la société, plus pardon, du système politique américain, où, en fait, tout le monde essaye de se mettre des bâtons dans les roues juste à des fins politiques, et on sait bien qu'effectivement, on va finir, effectivement, par dire oui, parce que on n'a aucun intérêt, comme tu l'as dit, à faire défaut. Tu disais, effectivement, dans un contexte bancaire, effectivement, c'est un contexte, effectivement, intéressant de le voir parce que c'est vrai que les banques ont, comme tu le sais, comme vous le savez, chers auditeurs, ben, reçoivent des dépôts et font face à de la liquidité en fait, parce que c'est toujours une gestion en fait de savoir est-ce que je vais avoir assez d'argent si tout le monde se met à retirer mes sous en même temps, tu vois, c'est ou à peu près dans des conditions normales, est-ce que je vais être capable d'avoir assez de liquidité pour que les gens puissent retirer leurs sous au distributeur, tout simplement. Et donc, le fait qu'il y ait un défaut, effectivement, d'un gouvernement qui est considéré comme le plus safe parmi tous les gouvernements, en l'occurrence les États-Unis, je crois que sont double A+, à mon souvenir, chez Standard Poor's. Il y a peut-être des gouvernements un peu plus stables. Bon, je crois que c'est le Luxembourg qui doit être triple A ou quelque. La plupart des gouvernements sont quand même pas mal dans le double A, en tout cas, donc double A-, double A+. En tout cas, les gouvernements de l'OCDE. Et ben, ça fait qu'effectivement, le fait d'avoir un défaut sur ces obligations-là, et par défaut, on attend qu'on a manqué un paiement, etc., et ben, ça aurait des conséquences catastrophiques. Donc, je pense que personne n'a intérêt à faire ça, si tu veux, parce que non seulement ça affecterait les entreprises, les banques, mais ça affecterait aussi les particuliers, parce qu'on sait que la dette est détenue aussi par les Américains eux-mêmes, en fait, au travers, ben, vous l'avez vu, à partir tout simplement des gens qui ont leur compte de courtage, à partir des fonds de pension, à partir évidemment des caisses de retraite étrangères, d'investisseurs aussi à l'étranger, donc ça foutrait, pardon de l'expression, mais un bordel monstre. Donc il n'y a aucun intérêt à le faire. Puis le deuxième point, c'est que tu disais qu'il y avait eu des conséquences, on va dire, assez limitées. Je pense qu'il y a un marché dont on parle assez peu, nous, dans la clientèle et retail, mais qui est tout à fait pertinent à aller regarder un peu ce que ça provoque, bah, c'est dans le marché des CDS, donc les fameux crédits de default swap. Tu sais, ce sont vous le savez, chers auditeurs, ou vous ne le savez pas, ce sont des polices d'assurance en fait qui permettent de se protéger en cas d'un risque de défaut. Et ben ces polices d'assurance ont leur cote ont quasiment doublé en fait
depuis le mois de mai, tu vois. Donc en un an, ces polices d'assurance, en fait, sont arrivés à des taux records, en fait, puisqu'ils ont dépassé, je crois, c'était les 65 points de base au niveau du taux. Alors vous allez me dire, bah, c'est pas beaucoup, ça fait 0,65%. Pour une cote d'émetteur triple double A, c'est cher. C'est très très cher. Rappelons que les niveaux, on va dire, par exemple, début 2022, et ben en début 2022, effectivement, et ben, tu sais, ils étaient à peu près aux alentours des 25 points de base, tu vois. Donc 25 points de base à des niveaux records aux alentours des 55 à 60 points de base, tout dépendamment si on parle du prix acheteur ou vendeur. Donc tu te rends compte qu'effectivement, ben, le défaut américain est pricé 2 fois plus cher, en fait, auprès. C'est un peu comme si vous faisiez des paris sportifs et que d'un coup, là, bon, en ce moment, on est dans Roland-Garros, d'ailleurs, petit hommage à nos Français qui sont encore en lice. Non, je déconne, il n'y en a plus, évidemment. Évidemment, c'est trop facile. Et ben, et ben, ça veut dire que ça coûte. C'est comme si la cote était divisée par deux, donc, ou au contraire, la cote double. Donc, ça veut dire que la probabilité que vous allez perdre est quasiment 2 fois plus faible. Donc, évidemment, c'est vrai qu'on peut le voir de ce côté-là, et c'est vrai que bah, ça veut dire que quand même les gens tarifient la probabilité soit à 2 fois plus élevée à ce que le gouvernement fasse défaut, ou que le risque, considérant que le gouvernement va faire faillite, la probabilité n'a pas changé, mais l'impact sera plus élevé. Donc les deux solutions, évidemment, sont évidemment pas acceptables, donc on veut y aller comme ça. Puis je pense, troisième point, et là je reviens sur le segment politique, c'est vrai que en ce moment, on sait qu'on est d'ores et déjà en campagne. On sait que maintenant que les midterms sont passés, bah, c'est quasiment le début de la présidentielle américaine. Tu l'as bien vu, il y a enfin, le fameux le truculent Ron DeSantis qui s'est présenté. Évidemment, Trump qui, de l'autre côté, dans le clan des républicains, qui semble très clairement s'affirmer évidemment comme candidat naturel des républicains, puisqu'il est président sortant. Alors, on l'avait dit qu'il avait quand même pas mal de 1-1-1 aux fesses. Mais c'est pas gagné. C'est pas gagné pour Ron DeSantis. Il semblerait être quand même derrière. Donc on ne sait pas trop derrière les décideurs politiques quelle va être la ligne des républicains et quelle va être la ligne des démocrates en sachant que Biden ne sera pas sûr d'être réélu. On est vraiment dans un espèce de mouchoir de poche ces derniers temps. Donc c'est vrai que là, les investisseurs, eh ben, ils commencent à tarifer ce risque-là que ben, là, il y a beaucoup plus d'incertitudes sur les marchés nord-américains. Donc évidemment, ça va être quelque chose qu'on va continuer à nous intéresser. Puis je ne sais pas si JP, tu avais quelque chose à rajouter. Non, je pense que ça fait pas mal le tour, là. Comme on l'a dit, je pense que c'était important de faire la conclusion du sujet également. C'est très d'actualité, mais je Finalement, crois on s'est que bien débrouillé, en fait, finalement, tu vois. absolument, absolument. Non, l'entente était complète. Présentement, là, le veto était complètement inexistant. Donc, je Bon, peux officiellement mettre un crochet dans la case de ce sujet et on en reparlera idéalement plus ou bien dans 2 ans, 3 ans. Mais d'ici là, on a encore bien des épisodes et on a aussi une saison à compléter. Donc, je te remercie, Gab, pour ta participation. avec Et plaisir. comme à l'habitude, chers auditeurs, vous pouvez nous retrouver sur notre plateforme phare pour les commentaires plus publics, les partages d'opinions, etc. Donc, sur YouTube. Si vous avez apprécié la vidéo, n'hésitez pas à mettre un like et à vous abonner à la chaîne en mettant également la cloche pour les notifications. Ceux qui veulent faire le même genre de commentaires, avis, sujets, etc., mais de manière plus personnelle, plus directe, moins publique, vous avez toujours l'adresse courriel que Gab met dans les zones commentaires. Et sinon, pour la majorité d'entre vous, vous pouvez nous retrouver sur les plateformes audio, donc Apple Podcasts, Spotify, j'oublie le deuxième, Google Deezer, Podcast, Overcast, Overcast. etc. Tout ce qui est possible presque là, dans les plateformes audio. Donc n'hésitez pas également à vous abonner à la chaîne et à mettre n'importe quel système de gradation. Ça nous fait toujours plaisir à voir et ça aide énormément pour le référencement numérique. D'ici là, je vous souhaite et je te souhaite, Gab, une très belle semaine. Bonne semaine, tout le monde. Salut.